Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. La cuisine légère a fait de vous un homme de poids. Vous l'avez créé sans en faire des tonnes, modestement à votre image. Je n'ai donc pas besoin de mettre les petits plats dans les grands pour vous accueillir aujourd'hui au micro de Sud Radio. Bonjour Michel Guérard. Bonjour Monsieur Pessis. Alors, vous sortez un livre, Mémoire de la cuisine française, chez Albin Michel, les entretiens avec Benoît Peeters, où vous racontez votre parcours. Ça tombe bien, parce que le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Si vous êtes d'accord, on va y aller. Et Avec plaisir. La première, alors c'est une date importante qui ne vous concerne pas directement, mais c'est le 8 avril 1957. C'est la première visite à Paris de cette souveraine. Today is another landmark. Because television has made it possible. La reine Elisabeth est à Paris pour la première fois. Ce qu'on entend, c'est un discours qu'elle fait, son premier discours à Noël 1957 à Buckingham. Et elle est à Paris quelques semaines avant. Et vous faites partie de ceux qui vont lui préparer un dîner somptueux, Michel Guérard. Tout à fait, oui, c'était à Versailles, très exactement. Et à cette époque-là, j'étais chef pâtissier au Crillon. Voilà. Alors, ce fut un événement marquant, bien évidemment. Je crois qu'il y avait 350 personnes et le chef du Crillon m'avait tout simplement demandé de faire un dessert qui serait servi dans 350 petites paniers en sucre, oui, tirés à la main en faux osier et de toutes les couleurs. Voilà, je m'en souviens parfaitement bien. Et d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de remettre à la reine d'Angleterre un tableau qui était peint au cacao, au chocolat, que j'avais peint et qui représentait la toilette de Vénus de Paul Baudry. Il se trouve que la reine a également fait un séjour cette année-là aux États-Unis. Elle a été reçue par le président Eisenhower et la presse a dit c'est une poupée vivante. À Buckingham, on a dit que c'était un crime de lèse-majesté de traiter la reine de poupée vivante. Voilà, pour votre culture personnelle. Ça, j'enregistre. Vos débuts de cuisinier, je crois que c'est à 7 ans, avec des petits gâteaux pour vos copains, Michel Guérard. Oui, ben écoutez, bon, à 7 ans, on était en pleine guerre, Seconde Guerre mondiale. On mangeait pas des gâteaux tous les jours, mais j'avais une grand-mère qui était une pâtissière hors pair. Quand je dis hors pair, elle savait avec très peu de choses réaliser des choses succulentes. Donc, elle m'a appris à faire des gâteaux avec 3 fois rien, avec de la peau de lait, avec des choses toutes simples, mais qui restaient délicieuses à manger. Et j'ai vécu, oui, dans cette ambiance, entouré de ma grand-mère, qui était une parfaite pâtissière cuisinière, mais aussi de maman, qui ne l'était pas moins. Voilà. Et la spécialité qu'elle vous a enseignée et que vous avez conservée ensuite, Michel Guérard, c'était les tartes. Oui, elle avait compris que faire simple, bien que ça soit compliqué, restait la meilleure des choses. Alors, nous avions un petit verger et nous allions cueillir les fruits au fur et à mesure de leur maturité. Et ça, c'était important. On ne cueillait que des fruits mûrs, très mûrs quand il s'agissait de tartes. Et donc, ces fruits-là, qu'ils s'appellent fraises, cerises, pêches ou autres, on les rangeait méticuleusement sur un rond de pâte. Ma grand-mère savait faire le feuilletage, vous vous rendez compte. Et dessus, on mettait des parcelles de beurre, un peu de sucre, on mettait au four et puis on mangeait dès que ça sortait du four. C'était d'une succulence extrême. Vous êtes né à Véteuil, près de Paris, et il y a eu un autre habitant très célèbre là-bas, c'est Claude Monet, qui a peint, je crois, 150 toiles à Véteuil, Michel Guérard. Oui, il a peint, avant de peindre la cathédrale de Rouen, il a peint l'église de Véteuil et à toutes les saisons, c'est vrai. Claude Monet était à Giverny, mais il venait souvent à Véteuil. D'ailleurs, sa première femme est enterrée au cimetière de Véteuil. Et j'ai vécu, oui, avec cet homme, je puis dire. Il se disait d'ailleurs dans ma famille qu'il aurait peint ma grand-mère quand elle était enfant. Mais ça, je ne saurais l'assurer. Et voilà, il a une descendante célèbre, Claude Monet, Michel Guérard, oui, qui est Dorothée. Car Dorothée descend indirectement par sa mère de Claude Monet, l'animatrice de télévision. Ah, voilà. Ça, c'est une découverte. Ah, je ne le savais pas. Alors, j'en reviens à votre famille. Il y avait la grand-mère qui avait une épicerie et vos parents qui avaient une boucherie, Michel Guérard.
Oui, alors mes parents, ma grand-mère avait une épicerie qu'elle avait vendue peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale et mes parents étaient partis s'installer, avaient ouvert une petite boucherie en Normandie à côté de Rouen, ce qui fait que on s'est retrouvé avec mon frère en compagnie de ma grand-mère qui s'apprêtait à nous élever avec beaucoup de tendresse. Et puis la Seconde Guerre mondiale a surgi. Mon père est venu de Normandie nous chercher pour nous ramener dans ce petit village qui s'appelait Pavilly. Et Pavie, d'ailleurs, ravitaillait Rouen en volaille, en boucherie, en fruits et légumes. Et il y a le bourg de Pavilly, qui est la poule de Pavilly, qui est importante aussi et qui doit son nom justement à ce village. Ah bon? La poule de Pavilly, oui, tout le monde la connaît là-bas. Ah bon? Eh bien, écoutez, moi pas. Voilà. Alors, je mea culpa, mea culpa. Non, je suis mea content de vous culpa. l'apprendre. Ah, Alors, mais c'est formidable. alors, Mais bien, oui, pardon. non, parmi vos distractions, Michel Guérard, il y a le cinéma. Et curieusement, la première fois que vous êtes allé au cinéma, vous vous êtes vu. Oui, alors ça, c'est assez surprenant quand même. C'était dans un cinéma de Rouen. Mes parents nous avaient emmenés avec mon frère. J'étais guère plus grand qu'aujourd'hui. Je m'étais assis sur le fauteuil en gardant la chose relevée, donc je voyais bien. Et je me suis vu au cinéma, oui, dans un documentaire qui justement avait été tourné sur Véteuil. Et j'étais là devant la fenêtre, c'est fou, c'est surréaliste même, devant la fenêtre du restaurateur de l'époque. Au pied de cette fenêtre, je m'arrêtais souvent et j'attendais que le restaurateur en question m'envoie, il le faisait très gentiment, les gâteaux de la veille. Et j'ai revu ça à la télévision, je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai cru d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on allait au cinéma, les choses se passaient ainsi. Alors, avant d'être cuisinier, vous aviez deux vocations, Michel Guérard, prêtre et médecin. Alors je suis, oui, pendant cette guerre mondiale où nous avons échappé plusieurs fois avec mon frère à la mort, je suis passé par une époque mystique très très forte. Voilà, c'est comme ça. Je ne saurais dire pourquoi. Un jour d'ailleurs, j'avais demandé à un jeune curé qui avait travaillé plus tard avec nous et qui avait choisi de devenir prêtre. Je lui avais demandé pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment on fait, qu'est-ce qui... Et il m'avait tout simplement répondu, eh ben, c'est comme quand on tombe amoureux. Je trouvais ça très joli. Très joli. En tout cas, moi, je suis passé, oui, j'étais enfant de cœur à cette époque-là, et je suis passé par cette séquence mystique très forte. Et je pensais que j'étais fait pour être prêtre, voilà. Je Résultat, n'ai pas dit évêque. résultat, un jour, vos parents vous disent, bah, faut que tu te trouves un métier, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, et vous êtes rentré en apprentissage à Mantes-la-Jolie, et ça a été une période très difficile, mais très forte en même temps, Michel Guérard. Oui, alors j'ai eu deux périodes fortes. La première durant la guerre, vous savez, quand à cet âge-là, je suis né donc en 1933, j'ai connu la faim. On avait des furoncles partout, c'était abominable, mais pour nous c'était naturel, c'était comme ça, c'était une fatalité à laquelle on ne pouvait pas échapper. Et puis avec mon frère, comme je le disais tout à l'heure, on a failli mourir 4 fois, c'est pas rien quand même. La quatrième fois, je me souviens, nous avions en face de nous 3 SS qui avaient pointé leurs mitraillettes sur ma mère, mon frère et moi et qui voulaient nous faire avouer où on avait caché une vache qu'on était clandestinement allé chercher la nuit. Voilà. Donc c'était notre quotidien. Ce qui veut dire qu'après avoir vécu tout ça, on relativise tout et j'ai tout relativisé dans ma vie, bien évidemment. Et aussi, cela permet, l'apprentissage le permettra encore plus, de devenir adulte bien avant un enfant d'aujourd'hui, c'est évident. Et résultat, donc vous faites cet apprentissage à Mantes-la-Jolie, chez un pâtissier, et vraiment à l'ancienne, parce que c'était pas facile.
Oui, bah, c'était l'apprentissage façon 19e siècle, voilà, chez un homme qui s'appelait Kléber Alix, qui mariait l'Antique et l'Empire, c'est drôle, un nom comme ça, mais à qui je dois beaucoup, même si cela était un peu dur. J'ai eu l'occasion d'ailleurs plus tard de m'en expliquer avec Bernard Clavel, qui a écrit un livre dans La Maison des Autres. La Maison des Autres s'appelle, et c'est ainsi que j'ai découvert qu'il avait été apprenti boulanger et Voilà. qu'il avait donc eu à peu près la même enfance travailleuse que moi. Et ensuite, vous avez beaucoup travaillé. On en parle dans quelques instants avec une autre date très importante pour vous, le 6 juin 1965. A tout de suite sur Sud Radio avec Michel Guérard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Guérard. Mémoire de la cuisine française, votre livre de souvenirs chez Albin Michel, avec des dates, dont une que j'ai relevée, qui est le 6 juin 1965. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Ça me dit quelque chose et c'est imprimé à vie par mon ami Bocuse qui m'avait offert une plaque émaillée où il avait marqué dessus le pot-au-feu créé par Michel Guérard à cette date-là. Oui, C'est votre premier restaurant. c'est mon premier restaurant né un peu du hasard. Mes parents étaient un peu dépités, ils m'en avaient fait part alors que je travaillais à Paris et j'étais à cette époque-là à la fois chef pâtissier et cuisinier dans ce grand cabaret de l'époque qui était le Lido. Oui, c'est pas Et désagréable. c'était merveilleux, j'étais heureux, j'habitais sur une péniche au pont de la Concorde, enfin la vie de Bohème dans sa plus merveilleuse expression, donc j'étais un garçon heureux. Mes parents l'étaient moins, ils trouvaient que d'abord, il serait peut-être temps de me marier, et puis aussi peut-être de m'installer pour travailler à mon compte. Alors me marier, ça me paraissait un peu difficile, je ne me sentais pas du tout ouvert à cet univers-là. Par contre, pour leur faire plaisir, je suis allé au tribunal de commerce à Paris et j'ai acheté à la bougie un bistrot que je n'ai pas vu d'ailleurs et que je ne voulais pas voir parce que je ne l'aurais pas acheté. Je ne l'ai vu que le lendemain. Donc, j'ai acheté un bistrot qui était situé à Asnières, mais tout contre Gennevilliers. Gennevilliers qui, à cette époque-là, d'ailleurs, je me souviens, il y avait encore 3 fermes à Gennevilliers avec des vaches. Et puis Gennevilliers aussi, c'était l'endroit de Paris où il y avait le plus grand nombre de malfrats au mètre carré. Donc c'est comme D'ailleurs, vos ça. premiers clients ont été des malfrats. Absolument. Donc je m'y suis habitué, mais tout prédisposait à cette fatalité à laquelle je n'aurais su échapper. Dans ce restaurant, dans ce bistrot que j'avais acheté, j'ai appris plus tard qu'il y avait eu un crime au premier étage. Bon. C'est flou. Mais pourquoi pas? Voilà. Donc, vous commencez à vendre des sandwichs d'ailleurs, au départ, Michel Guérard. Pardon, vous vendez des sandwichs au départ. Bah oui, je savais que faire, hein, parce que j'avais en face une usine de rivets. Je me posais la question, qui va venir manger dans ce restaurant? Donc, au départ, j'ai commencé par des sandwichs, des coups de rouge, etc. Et puis, j'ai eu la chance que c'était des vendeurs de Mercedes, je crois, s'arrêtent quelques jours plus tard et me demandent autre chose que des sandwichs. Donc, je me suis précipité, j'ai fait un peu de cuisine. Ils ont trouvé ça délicieux. Et cela m'a donné envie d'aller vers une cuisine tout autre que celle de confectionner simplement des sandwichs. Et votre premier client était célèbre. Écoutez sa voix. Pourtant que la montagne est belle. Car Jean Ferrat était votre premier client, je crois. Et vous avez eu un souci car c'était le sosie de son frère, Michel Guérard. Absolument, absolument. Son frère était pharmacien à Gennevilliers. Et il était venu, et un jour, Jean Ferrat est venu, et je croyais que c'était le pharmacien. C'était assez drôle. Et d'ailleurs, il est toujours vivant, il a 95 ans, il est en pleine forme, il continue à travailler un petit peu, le frère de Jean Ferrat.
Je l'aimais beaucoup de la même manière que j'aimais son frère, mais il y avait à Niergennevilliers, dans ce coin-là, des tribus de gens avec lesquels je suis resté ami, dont des communistes très forts. Mais quand je dis communistes, c'était des gens, c'était des curés rouges, si vous voulez. Et donc des gens formidables à côtoyer, avec bien d'autres, bien sûr. À cette époque-là, le maire d'Asnières était Michel Boris Bokanovski, qui était un peu un père pour moi. Il avait envie que je réussisse, donc il a tout fait pour m'aider à réussir. Voilà, c'était l'ambiance, une ambiance de banlieue que je ne connaissais pas, mais que j'ai vite appréciée. Une ambiance de banlieue, Michel Guérard, que le tout Paris ne connaissait pas. Et on est venu s'encanailler chez vous. Je crois que le duc de Windsor est venu s'encanailler, ainsi que Marlène Dietrich et quelques autres. Et plein d'autres, bien sûr, à ma grande stupéfaction d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça amusait beaucoup les Parisiens que de venir se perdre dans cette banlieue. Ils étaient là, ils cherchaient, ils tournaient pendant une demi-heure pour essayer de trouver mon estaminet. Et tout ça créait une ambiance très, très particulière qui a fait que le pot-au-feu, d'un seul coup, a pris de l'importance à Paris. Je crois que Marlène Dietrich est venue un jour et vous a proposé de donner l'adresse de son boucher à New York. Oui, c'est vrai parce qu'elle était venue avec Régine et je m'apprêtais à travailler pour Régine et en particulier à New York et elle m'avait dit, Michel, vous savez, je le connais bien, ce boucher, il est plein de talent et je vous le recommande. Alors, Régine, justement, c'est important car tout en travaillant au pot-au-feu, en le dirigeant et en faisant la cuisine, vous avez commencé à travailler pour Régine qui, à l'époque, existait déjà. C'est-à-dire qu'elle avait débuté dans un club qui s'appelait le Whisky à Gogo chez Paul Passini, où elle était vestiaire et puis elle avait appris son métier et elle avait créé ses cabarets, mais il n'y avait pas de bonne cuisine et vous êtes arrivé. Alors, elle avait ceci de particulier. Bon, il y avait, à cette époque-là, à Paris, il y avait deux clubs qui étaient très importants, c'était Castel et Régine. Et Régine, Castel avait créé un restaurant, Jean, qui était très sympathique, un genre bistrot, mais Régine visait au-delà. Elle avait envie de créer un cabaret qui donnerait une place privilégiée à la cuisine française. C'était l'art de vivre à la française jusque dans le cabaret. C'était tout à fait drôle, excitant, et c'est comme ça, bien sûr, que j'ai commencé à travailler pour et avec Régine. Ça voulait dire dormir 3 heures par nuit. Oh oui, mais à mon âge, à cet âge-là, vous savez, bien sûr, je ne pouvais pas faire autrement, hein. Je travaillais très tard le soir, après j'allais au Régine. Alors, pas au Régine, à Paris, le premier cabaret pour lequel j'ai travaillé avec Régine, c'était un cabaret russe, le Reginskaya, qui était aux Champs-Élysées. Donc après ça, j'y passais au moins 3 heures et je partais directement aux Halles qui se trouvaient encore à Paris où j'allais faire mes courses. Oui, les Halles qui ont déménagé, on a juste conservé le pavillon Baltard qu'on a mis à Nogent. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était une grosse erreur que de faire disparaître les Halles de Paris. Moi, je le regrette en tout cas. C'était quelque chose d'extraordinaire, les Halles. Et je crois qu'avec un peu de talent, on aurait pu sceller une fois pour toutes cet endroit historique à Paris. Il y a quelqu'un d'autre qui se couchait tard ou tôt et qui était un de vos amis, c'était Jacques Brel. Oui, Jacques Brel, oui, mais tous ces chanteurs, ces musiciens, bien sûr. J'ai eu Tino Rossi, j'ai eu Charles Trenet, j'ai eu tous ces gens de l'époque. Mais Jacques Brel, alors c'est drôle, je l'avais rencontré lorsque je faisais mon service militaire, un service militaire qui est tombé en même temps que la guerre d'Algérie, donc qui m'a valu de faire 28 mois. 28 mois, c'est long. Et j'étais dans la Marine nationale et on m'avait envoyé à Granville dans une espèce de colonie de vacances qui recevait des enfants de marins. Donc j'y suis resté 3 mois, je crois, et cela m'a donné l'occasion de rencontrer Jacques Brel et d'autres, parce qu'il y avait un casino à Granville et déjà, enfin pas déjà, un casino qui présentait toutes les vedettes de l'époque et je m'arrangeais avec mon copain cuisinier pour y aller. On trouvait toujours quelque argent pour y aller et c'est comme ça qu'on a rencontré des gens extraordinaires, mais à l'époque, Brel n'était pas du tout connu. Et c'est vrai que
j'ai passé une partie de la soirée à parler avec lui et c'est comme ça qu'il est revenu au pot-au-feu. Voilà. Et il y a eu ensuite d'autres événements. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 9 février 1976. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Guérard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Guérard. Ce livre, Mémoire de la cuisine française chez Albin Michel, avec dedans une date que j'ai repérée, avec une photo, c'est le 9 février 1976. C'est la couverture de Time aux États-Unis. C'est quand même très, très étonnant. Oui, oui, j'étais pas étonné parce que je comprenais pas. Ah bon? Bien sûr, tout ça était lié à un événement important qui était la naissance, en tout cas dans ma tête, je pensais raisonnable d'imaginer la cuisine, même la haute cuisine, d'une manière plus diététique. Et c'est comme ça que j'ai lancé ce que j'avais appelé à l'époque la cuisine minceur et qui a été une espèce de révolution qui a amené ce journal à me prendre en première de couverture. Oui, et d'ailleurs, il y a un autre journal, le New York Times, qui quelques semaines après, le 3 août 77, vous a mis aussi en première page. Ah bon? Oui. Et c'était aussi en vous encensant pour votre travail dans le monde entier et en particulier aux États-Unis. Alors, je crois que votre vie dans la cuisine, au-delà du pot-au-feu, ça a commencé par un coup de fil un soir chez Régine, par une dame qui voulait vous remercier parce que vous aviez accueilli un jeune cuisinier chez vous. Oui, vous avez raison de rappeler ça parce que ça a bouleversé toute ma vie. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais guère l'intention de me marier, ou en tout cas que cela pouvait attendre. Et je me souviens qu'un jour, Pierre Croix-Gros m'avait appelé en me disant « Écoute Michel, je suis embêté, est-ce que tu pourrais me rendre service ?» Je devais prendre le jeune cuisinier d'une amie qui a un vague relais de campagne dans les Landes. J'ai complètement oublié, est-ce que tu peux me dépanner? J'ai pris le jeune homme, qui était très bien d'ailleurs, un jeune cuisinier qui avait beaucoup de talent. Et c'est ainsi qu'un jour, au pot-au-feu, je reçois un coup de fil d'une dame qui se présente et qui me dit « Bonjour, Monsieur Guérard, je suis Christine Barthélémy, je suis de passage à Paris. Vous avez eu la gentillesse de prendre mon cuisinier qui se plaît bien chez vous et j'aurais aimé vous remercier. » C'est comme ça que j'ai donné rendez-vous au Reginskaya et que je suis venu recevoir les remerciements de cette jolie femme qui était là et m'attendait parmi les violons et les balalaïkas. Voilà. Et elle n'est plus jamais repartie puisqu'elle est devenue votre femme. Au départ, voilà. Son père avait créé une chaîne thermale et c'était un pionnier du thermalisme moderne, je crois, Michel Guérard. Oui, alors mon beau-père, avec lequel d'ailleurs je me suis très très bien entendu, était comme moi autodidacte. C'était l'enfant de fermier dans l'Aveyron et qui gardait, cet enfant-là gardait les moutons près de Roquefort. Et il avait pour lui-même d'autres ambitions. C'est ainsi qu'il quitta un jour ses parents, lesquels, en le montrant du doigt, lui ont dit « pars et ne reviens jamais ». Et il est allé rejoindre sa sœur qui était directrice d'une école à Pantin ou dans la région parisienne. Et là, ce jeune homme a fait en sorte de réaliser ses ambitions. Il en avait plein. Il avait envie de devenir éditeur, donc il est devenu éditeur, mais il était intelligent, il avait cette astuce il avait beaucoup d'intuition. Vous savez, c'est Spinoza qui disait que l'intuition, c'est la forme la plus élevée de l'intelligence. Mais quand on voit ça, on peut finir par le croire. En tout cas, il a commencé à éditer des livres, genre le guide du contribuable, des trucs comme ça incroyables, qui ont fait qu'il a tout de suite gagné un peu d'argent et puis un peu plus. Et puis un jour, il est devenu propriétaire d'une station thermale à Molich-les-Bains, dans les Pyrénées-Orientales, qui avait subi l'assaut de la guerre d'Espagne. Il a racheté ça pour 3 sous et s'est intéressé
au thermalisme, et c'est comme ça qu'il a fondé la chaîne thermale du Soleil, une entreprise familiale qui est par la suite devenue importante. Mais cet homme avait des idées incroyables. Par exemple, il avait découvert que dans cette eau thermale de Molich, il y avait des petits filaments blancs. C'était en fait du plancton thermal avec lequel il s'est empressé de faire des produits de beauté qu'il a et il a réalisé encore un rêve incroyable, et ces produits de beauté qu'il a appelés biothermes, eh bien, il les revendrait plus tard à L'Oréal. Vous voyez, C'est quand même pas mal. un gosse de la campagne qui débouche sur une vie insensée. Alors, le thermalisme, il y a des gens qui confondent le thermalisme historique et le thermalisme moderne. Il faut savoir que les premiers termes, c'était chez les Grecs et chez les Romains, au VIe siècle avant Jésus-Christ, puisque on repère déjà des traces de thermalisme du fait que les bains chauds ou froids eh bien, donnent des vertus curatives. Oui, tout à fait. Mais alors on était évidemment, et cela a été reproché au thermalisme, dans un empirisme total. Ce qui nous a amené, nous thermalistes, à faire de la recherche qui a débouché, bien sûr, sur des choses très, très intéressantes et qui aujourd'hui nous permettent de continuer d'être remboursés par la sécurité sociale. Alors, le thermalisme, vous le découvrez lorsque Christine, votre fiancée, vous emmène dans un petit village dont l'impératrice Eugénie était la marraine. Impératrice Eugénie, à son mariage, Napoléon III avait qualifié d'ornement du trône. C'est pas très gentil. Et vous découvrez Eugénie-les-Bains que vous aimez. Et c'est votre chance, parce que si vous n'aviez pas aimé le quartier, vous auriez été éjecté, Michel Guérard. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que auparavant, j'allais être exproprié à Asnières et je pensais m'installer à Paris. Chez Maxims, quand même, c'était ou chez Laurent ou chez La Pérouse. Oui, c'est ça. Voilà, et rien ne s'est fait. Bon. Donc, ma femme dirigeait, comme elle le pouvait, cette petite station thermale d'Eugénie-les-Bains. Elle avait été amenée là par son père, qui l'avait appelée. Elle était à l'époque au Mexique. Elle faisait carrière dans les banques. Elle avait fait HEC. Elle avait une licence de lettres. Enfin, c'était une femme assez brillante qui devint bien évidemment mon mentor et à qui je dois énormément de choses. Alors, c'est vrai que lorsque je suis arrivé là, je me suis trouvé un petit peu dans la même situation que lorsque je suis arrivé à Asnières, c'est-à-dire à me demander comment on allait faire pour s'en sortir. Mais j'ai été bien accueilli. Les Landais sont des gens merveilleux, donc ça, je ne l'oublierai pas. J'ai rencontré des cuisiniers, j'ai rencontré des paysans, j'ai rencontré des gens affables, heureux. Les Landes sont un pays de fête, donc je me suis, dans le fond, pourquoi je ne resterais pas là, bien évidemment. Et une étude de marché avait dit que ça ne marcherait pas, justement, et vous avez prouvé le contraire. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Et il y a quelqu'un qui vous a aidé, quelqu'un dont on va entendre la voix. Oui, et bien maintenant, on va peut-être passer un peu au travail. Et aujourd'hui, le travail, c'est facile. C'est un poireau pomme de terre. Oui, Paul Bocuse, que vous avez connu au Lido et qui est devenu plus qu'un ami, Michel Guérard. Oui, bien sûr, oui. Paul était venu fêter son titre de meilleur ouvrier de France au Lido et il avait appris qu'au Lido, le chef pâtissier était cuisinier. C'était moi. Donc, avant d'aller au spectacle, il est venu me voir et c'est comme ça que nous sommes progressivement devenus amis. C'était un être merveilleux à qui tous les cuisiniers du monde aujourd'hui doivent ce qu'ils sont devenus parce qu'il a extrait de leur seau de charbon les cuisiniers qu'on tenait bien cachés, on ne les montrait pas à l'époque. C'était le roi de Lyon d'ailleurs, parce que moi je me souviens l'avoir interviewé un soir à Lyon. Il m'a dit allez, on va faire un tour dans Lyon de 1h à 6h du matin. On a fait tous les bistrots et c'était Monsieur Bocuse. Ben oui, c'était Paul, un homme assez extraordinaire et qui m'a
beaucoup encouragé quand j'étais au pot-au-feu, parce que nous étions quelques-uns à Paris à commencer à faire de la nouvelle cuisine et on était fortement critiqués. Et Paul le savait, il est venu plus tard avec les frères Trois Gros pour m'encourager à continuer de faire ce que j'avais commencé. Et on est devenus ainsi des amis inséparables, bien évidemment. Et vous êtes allés ensemble à New York, je crois, retrouver Danny Kaye, un comédien très célèbre qui avait été faussement serveur chez vous. Oui, alors c'était l'époque où je recevais toutes sortes de gens, des chanteurs, des comédiens, des metteurs en scène, etc. Parmi ceux-là, il y avait un homme qui s'appelait John Frankenheimer, qui a produit des films étonnants. Il avait des amis. Parmi ceux-là, vous me le rappelez, il y avait Danny Kaye qui était un comédien humoriste au talent fou et universellement connu, et qui adorait faire la cuisine. Et donc, il était venu me voir, il m'avait expliqué ça, Danny Kaye, et puis un jour, il était venu me voir, sans rien me dire. Le pot-au-feu était un tout petit restaurant, on pouvait mettre 30 personnes les unes collées aux autres, c'était incroyable. Et donc, sans rien me dire, moi j'étais en cuisine, il avait mis un tablier, et il avait mis un torchon sur le bras, et puis, sans rien dire, il avait servi le vin aux gens qui le commandaient. Et avec une application extraordinaire, il prenait la bouteille, il la débouchait, il essuyait le goulot, il rapprochait le goulot du verre, et avec une méticulosité incroyable, il versait le vin juste à côté du verre, ce qui évidemment a surpris tous les clients qui étaient là, et puis ils ont reconnu Danny Kaye. Il y avait une série d'applaudissements. Voilà, c'était le pot-au-feu. Oui, c'était le pot-au-feu de tous les jours avec des histoires incroyables. Il y a un comédien français qui doit beaucoup à Danny Kaye, car ça a été son modèle, c'est Pierre Richard, qui, en voyant un film qui s'appelait Un fou s'en va en guerre, a dit « c'est exactement ce que je veux faire ». Et il s'est inspiré de l'humour de Danny Kaye pour créer son personnage. Ah, ça, je ne savais pas. Ah oui, eh bien, c'est drôle, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de le retrouver plus tard, justement, au Reginskaya. Alors, il y a aussi la télévision, bien avant les émissions d'aujourd'hui. Vous avez été aussi un pionnier avec 2 émissions qui ont marché pendant 5 ans. Il y a eu La Grande Cocotte et ensuite La Cuisine légère. Et ça aussi, les émissions de télé à l'époque, c'était pas évident, Michel Guérard. Non, ça s'est fait drôlement. Bon, on avait un modèle extraordinaire qui était Raymond Oliver, et je me souviens que lorsque j'étais encore en apprentissage, je regardais les émissions de Raymond Oliver avec envie, et je crois que ces émissions-là m'ont certainement, ont commencé à me former dans cet esprit-là que je pourrais devenir un jour cuisinier. Donc oui, il y avait. Alors après, il y a eu un moment où il n'y a plus eu d'émission, et on nous a proposé de faire une émission à plusieurs, c'est-à-dire Paul Bocuse, les frères Trois Gros et Roger Verger du Moulin de Mougins. Et donc on a fait des émissions qui, je ne sais plus bien pour quelle raison, je me suis retrouvé seul et ma foi, je me suis beaucoup amusé. Finalement, je me rappelais que lorsque j'étais jeune, vous l'avez dit tout à l'heure, j'avais envie de devenir comédien, ce qui était un peu osé, parce que sous prétexte que je racontais bien le corbeau et le renard, je pensais que j'avais des talents fous, ce qui est ridicule. En tout cas, je me suis senti à mon aise et j'étais avec des femmes qui m'accompagnaient. Il y a Anne-Marie Pesson. Anne-Marie Pesson qui était merveilleuse et avec lesquelles on s'est beaucoup amusé. Et donc j'adorais, c'est vrai, j'adorais et je suis heureux d'être passé par cette période-là. Maintenant, on est dans la période livre, on en parle dans quelques instants avec une date, le 22 octobre 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Michel Guérard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Guérard. 22 octobre 2020, sortie de ce livre dont nous parlons depuis le début de l'émission, Mémoire de la cuisine française, entretien avec Benoît Peters chez Albin Michel. Alors le titre est clair, le sujet c'est la cuisine plus que vous finalement, Michel Guérard.
Oui, et tant mieux, parce que la cuisine française est éternelle et dans quelques siècles, on continuera d'en parler. Voilà. Pourquoi ce livre aujourd'hui? Bah, écoutez, les choses se sont passées drôlement. J'avais été invité à un salon du livre à Périgueux. J'avais reçu peu de temps avant une bande dessinée réalisée par une jeune femme japonaise où il était question de la vie d'un jeune homme belge qui s'appelle Benoît Peters et qui raconte dans cette bande dessinée comment il s'est, dans sa jeunesse, intéressé à la cuisine. Il avait envie de devenir cuisinier. Et donc, on apprend que tout jeune, il s'était rendu dans quelques restaurants, dont celui des frères Trois Gros. Il avait réuni quelques pécules et était parti presque à bicyclette. Et là, il était tombé sur mon premier livre de cuisine. Il y avait les deux, d'ailleurs, je crois, les deux premiers, Cuisine minceur et Cuisine gourmande, qu'il avait acheté, qu'il avait lu avec beaucoup de plaisir et, et il a eu envie de me connaître. Voilà, et c'est comme ça que le hasard a fait que nous nous rencontrions ce jour-là à Périgueux et que Benoît Peters, qui a cessé la cuisine depuis longtemps, bien sûr, puisque Qui vous a j'ai cuisiné? oui, en tout cas, bon, il s'est amusé à faire des repas pour les particuliers. Enfin, sa vie est drôle, mais il est devenu aussi scénariste de bande dessinée. Il a fait des choses étonnantes que j'ai lues parce que j'ai toujours adoré les bandes dessinées. Il a fait la biographie de Paul Valéry, enfin, etc. Donc, c'est un homme qui est très agréable à connaître. Et il m'a proposé donc de parler de Michel Guérard en tant que cuisinier, pâtissier. Voilà comment l'idée du livre est partie. Il m'a posé des questions, j'ai répondu, tout simplement. Votre premier livre a été un véritable phénomène d'édition, c'était la Grande Cuisine Minceur, 1 million d'exemplaires. Ça a été un événement parce que c'était la première fois qu'il y avait un livre de ce genre-là. Et vous, vous le devez à quelqu'un qui est un journaliste, qui était avant homme d'affaires, qui s'appelait Claude Joly ou Claude Lebet, qui a eu des guides. Et c'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier sur le plan du livre, Michel Guérard. Tout à fait. Claude était un passionné de cuisine, mais pas uniquement la cuisine que l'on sert dans une assiette et que l'on consomme ou que l'on déguste. Tout l'intéressait. Tout ce qui tournait autour du plaisir de la table était pour lui matière à réflexion. Voilà. Et alors, ce livre est sorti, et Claude Lebet a fait une collection de livres d'ailleurs ensuite, et il m'a toujours dit que les seuls livres qui avaient marché, c'était vous, Paul Bocuse et Gaston Lenôtre. Le reste, ça n'intéressait pas à l'époque beaucoup de gens. C'est possible, oui, c'est possible. Moi, j'ai été très étonné du succès. Vous avez dit un chiffre tout à l'heure qui est réel et je me suis toujours posé la question, pourquoi? Je pense que pour la première fois, un livre parlait non plus simplement de recettes, mais de produits, comment dirais-je, tout ce qui concernait ceux qui participent au fait de la cuisine, c'est-à-dire tous les phénomènes physico-chimiques qui permettent de la réaliser. Donc, j'ai bénéficié de l'apport de ma femme, Christine, qui écrivait d'une manière formidable et qui donc m'a aidé à écrire ces livres qui ont créé tout de suite un intérêt nouveau par Voilà. rapport à ce qui existait sur le marché. Et Claude Lebet n'a pas créé que votre collection de livres, il a aussi créé une association qui s'appelait l'Association pour la sauvegarde de l'œuf mayonnaise. C'est un immense Oui. canular, très sérieusement. Il a dit que l'œuf mayonnaise était né d'un certain John Duff, un Américain. Et ça a marché. Et il y a des restaurants aujourd'hui qui ont le diplôme remis par Claude Lebet de l'Association pour la sauvegarde de l'œuf mayonnaise, ce qui est très important. C'est rigolo comme tout. Mais vous savez, un bon œuf mayonnaise, et je me souviens qu'il m'avait demandé une recette que je lui avais faite. Un œuf mayonnaise, ça peut être très bon. Dès lors qu'on arrive à effacer la fadeur du blanc d'œuf, parce que le blanc d'œuf, c'est parfaitement
inintéressant, on peut arriver, oui, à entraîner l'œuvre dans un processus de création dont il peut sortir victorieux. Et alors, vous êtes le pionnier de la cuisine minceur, Michel Guérard, mais pas seulement. Vous êtes aussi le pionnier de quelque chose qu'on utilise quotidiennement, ce sont les plats surgelés. Oui, alors les plats surgelés sont liés un peu à la cuisine minceur, parce que la cuisine minceur, bon, a d'un seul coup a explosé partout dans le monde entier. C'est ce qui m'a valu d'avoir la visite d'un monsieur un jour qui s'est présenté, mais je l'avais déjà rencontré. Il était au Club des 100, vous savez, ce club de gastronomes. Donc ce monsieur s'appelait monsieur Lyotard Vogue et il était à l'époque le président de Nestlé International. Et il est venu me voir très gentiment, Eugénie-les-Bains, en me disant, Michel Guérard, j'ai suivi tout ce que vous avez fait ces derniers temps, et cette cuisine minceur, cette cuisine de santé m'intrigue, et je me suis posé la question, et vous pouvez me répondre comme vous le souhaitez, Monsieur Guérard, mais est-ce que si je vous proposais de venir nous rejoindre dans la recherche et le développement, vous seriez intéressé? Voilà, c'est comme ça que est née cette chose-là, inattendue bien sûr, parce que je ne m'attendais pas à travailler à un niveau industriel un jour, mais après avoir visité l'usine de Beauvais, où il m'attendait quelques jours plus tard et où j'ai rencontré des cuisiniers, des pâtissiers, etc., mais des ingénieurs économes, des diététiciens, je me suis dit que je serais fou de refuser une telle offre parce que si j'apportais quelque chose à Nestlé, moi je suis sûr qu'en retour j'apprendrais des choses que je n'aurais jamais eu l'occasion d'apprendre autrement. Oui, parce que les produits surgelés, aujourd'hui, ça fait partie du quotidien, mais ce n'était pas évident à l'époque, Michel Guérard. C'était pas du tout évident. Les produits surgelés avaient une mauvaise cote parce que ce qu'on offrait était pas formidable. Et donc, de mettre en place des recettes un peu surprenantes à l'époque ont permis à ce surgelé, à ces produits surgelés, de s'extraire de leur ghetto, c'est sûr. Et vous avez été le premier à avoir votre photo sur les barquettes de produits Oui. surgelés. Et Oui, alors là, il y a eu une pluie de critiques, mais on s'y attendait bien évidemment, mais ça n'a pas d'importance. Des critiques de chroniqueurs gastronomiques, mais même de cuisiniers aussi, qui étaient... bon, voilà. Ouais, mais aujourd'hui, tout le monde le fait. Hein. J'ai vécu avec très bien. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Bien sûr. Alors, vous avez aussi beaucoup voyagé et vous avez découvert la Chine, bien avant Alain Perfit d'ailleurs, et vous avez notamment découvert une recette secrète qui était la recette du canard laqué, Michel Guérard. Oui, alors il y a plus, mais vous venez de citer Alain Peyrefitte. Je voudrais vous dire qu'un jour, donc nous sommes partis grâce à Claude Joly qui nous avait organisé de ce voyage, qui était très difficile à l'époque parce que on rentrait pas en Chine comme on voulait. Nous nous sommes retrouvés donc avec Pierre Troisgros, Alain Cindrins, Alain Chapelle, et puis je ne sais plus qui. Il y avait aussi Krug, les champagnes Krug, et, et le monsieur qui nous accompagnait était un érudit extraordinaire. Et un jour, Rémi Krug lui pose une question et il lui dit « Qu'est-ce que vous pensez du livre de Peyrefitte quand la Chine s'éveillera ?» Et il s'appelait Cho. Cho a hésité quelques instants pour lui répondre presque aussitôt. Avant de vous répondre, cher monsieur Krug, pourriez-vous me donner votre avis sur le dernier livre de monsieur Peyrefitte, Le Mal français? Vous voyez, on était c'était charmant à vivre. Voilà, alors c'est vrai que nous étions partis en Chine parce que nous considérions tous que la cuisine chinoise est sans conteste une cuisine de civilisation, au même titre que la cuisine française. C'est la raison pour laquelle on avait envie de la découvrir. Et c'est comme ça qu'on est resté
presque une vingtaine de jours en Chine. On a fait toutes les provinces de Chine, on a découvert toutes les cuisines de ces provinces, on a mangé des choses incroyables, on a mangé du chien, des yeux de poisson, des pattes d'ours, enfin des trucs. Oui, mais on était là à la découverte, on était au boulot en quelque sorte. Et c'est vrai que on a vu des choses et nous sommes tous rentrés avec des idées en tête qui prendraient corps plus tard. Mais enfin, elles nous avaient marqués. Et c'est vrai que parmi les choses qui nous ont impressionnés et qui relèvent du grand art de la rôtisserie, c'est évidemment le canard laqué. Et le canard laqué, c'est pas celui qu'on voyait à l'époque suspendu à quelques échoppes, des canards efflanqués couverts de confiture de framboise. C'est pas ça le canard laqué, c'est un canard, une certaine race de canard qui a quelques traits communs d'ailleurs avec les canards à foie gras de notre région. Donc des canards qui sont tués bien sûr, qui sont évidés et évidés sous l'aileron, tout ça a une raison, et qui sont après épilés par les femmes pour obtenir une peau lisse comme une peau de bébé. C'est quelque chose d'incroyable. Et puis, ce canard, on met un bambou dans le croupion, on le remplit à moitié d'eau, j'abrège, et puis on le cuit au four, suspendu, et on le décroche pour venir près des brassereaux qui sont dans le four pour que ces brassereaux le lèchent et commencent à le cuire. Mais c'est un art assez extraordinaire qui nous a amené à une... D'abord, on ne comprenait pas bien le pourquoi, et puis on l'a compris quand on a vu. D'ailleurs, un canard laqué que Cho en question, qui était abominable, nous a fait connaître cette recette le dernier jour avant de prendre l'avion. Alors que nous lui avions réclamé pendant tout le voyage de nous faire découvrir cette cuisine-là. Voilà, donc c'est des souvenirs bien sûr ineffables, qui nous ont poursuivis longtemps. Et puis une cuisine à laquelle vous tenez, c'est la cuisine régionale, et vous la défendez telle qu'elle est aujourd'hui, la cuisine française de nos régions. Et ça, c'est très important pour vous, Michel Guérard. C'est très important parce que j'ai en mémoire l'histoire de la cuisine française, qui est une histoire merveilleuse et qui est une histoire de diverses cuisines régionales qui, voilà, avec des produits. La cuisine française, notre grande originalité, et je me répète, c'est une cuisine de civilisation, nous la devons à tout ça. Or, tout cela tend à disparaître malheureusement pour toutes sortes de raisons. Par exemple, nous avons, pour prendre l'exemple des Landes, nous n'avons plus, nous autres restaurateurs cuisiniers, le droit de proposer de la bécasse, le droit de proposer des grives, le droit de tous les petits oiseaux et en particulier l'ortolan. Tout ce qui faisait bien sûr le fondement même de cette cuisine rurale. Donc c'est difficile et nous devons faire attention à ce que nous ne soyons pas un jour colonisés par une cuisine qui viendrait d'ailleurs. Donc nous devons résister, avoir de l'esprit et continuer à transformer ce qui continue de nous donner l'envie de cuisiner pour plaire aux autres. Voilà. Et pour vous aider, maintenant, il y a Adeline et Léonore, qui sont vos deux filles, qui assurent la relève, Michel Guérard. Oui, alors j'ai de la chance, elles sont comme leur mère. Vous savez, quand j'imagine de nouvelles recettes de cuisine, on est un petit peu comme des compositeurs de chansons de rue. Hein. On a une idée et on va essayer de la mettre en forme pour qu'elle réjouisse le palais. Mais encore faut-il avoir du palais. Donc, j'ai toujours eu la chance d'être entouré de femmes. C'était le cas de ma femme, mais mes deux filles sont pareilles. Elles ont un palais étonnant. Elles goûtent à la perfection. Donc, je ne fais rien sans elles, bien évidemment. Et on se réunit
sur les nouveaux plats. Et quand nous avons dégusté et traduit ça sur un petit bout de papier avec nos notes, les cuisiniers viennent et on discute après entre nous sur le bien fondé de telle recette ou la manière que l'on pourrait utiliser pour l'améliorer encore. Et la recette de votre succès, elle est dans ce livre Mémoire de la cuisine française, entretien avec Benoît Peeters chez Albin Michel. Merci d'avoir répondu aux questions de Benoît Peeters et à mes questions, Michel Guérard, et continuez ainsi à défendre la cuisine telle que vous l'aimez, telle que nous l'aimons. Merci, monsieur Pessi. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt et surtout restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Et ben voilà. Merci, Bon, c'est parfait. Très bien. Est-ce que ça vous convient? Ah, c'est parfait. C'est parfait, merci. Je suis ravi qu'on ait pu faire cette émission parce que le Zoom permet aujourd'hui de faire des émissions, donc je suis ravi. Vrai, ouais. Et je vous en remercie. Et puis, c'est moi qui vous remercie, monsieur Pessi. Merci encore. Et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir un jour dans les Landes. Eh ben, j'espère aussi qu'on pourra aller jusque-là un jour sans être confiné. Et puis, prenez soin de vous et de votre famille. C'est ce que j'essaie. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.